3406 km de parcours, 55 460 mètres d'altitude cumulée à grimper sur 21 étapes, c'est ce qui attend les coureurs du Tour de France 2023. Pour cette 110e édition, les cyclistes n'auront droit qu'à 2 petits jours de repos complets entre le 1er et le 23 juillet. 3 semaines durant lesquelles les athlètes vont devoir enchaîner les efforts à haute intensité, c'est colossal. Entre préparation, nutrition et force mentale, on vous explique comment les cyclistes du Tour de France sont aussi endurants. L'entraînement intensif des cyclistes avant le Tour. 79 heures, 33 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à Jonas Vingegaard pour remporter le Tour de France 2022. Presque 3 jours et demi cumulés à pédaler sur son vélo. L'effort paraît surhumain et pourtant, avec un entraînement adéquat, tout est possible. Déjà, il faut pas oublier qu'avant le Tour de France, d'autres courses ont lieu. Giro, Critérium du Dauphiné, de nombreuses classiques comme Paris-Roubaix. Ça sert de préparation aux athlètes. Ces derniers sont déjà en très bonne condition physique, sauf blessures ou pépins de santé, avant d'attaquer une préparation spécifique pour le Tour de France qui ne dure que 10 à 15 jours. Court, certes, mais hyper importante. Des stages en altitude ou dans des pays chauds sont organisés par les équipes engagées pour les préparer aux conditions difficiles de la course. Le Tour 2023 comporte beaucoup d'étapes de montagne, avec de nombreuses côtes à grimper, sans oublier qu'il peut y avoir une canicule. Oui, on est au mois de juillet, il faut que les organismes soient prêts à encaisser. Mais plus important que les conditions météo, il y a la variété des entraînements. C'est impératif, si tout se ressemble, le cycliste ne sera pas dans des conditions optimales pour débuter le Tour. Les équipes alternent entre des longs sans changement de rythme ou de dénivelé qui permettent de travailler l'endurance de base, et ce, plus difficile, avec un rythme plus soutenu. Des attaques, des côtes à grimper pour travailler l'endurance critique. Ces sessions variées et fractionnées permettent aux coureurs d'améliorer leur vélocité, mais aussi leur capacité à répéter les efforts. Et quand il n'y a pas de compétition alors, ils font quoi les athlètes? Bah comme tout professionnel, ils s'entraînent tous les jours, non seulement pour garder la forme et maintenir leur endurance, mais aussi pour progresser. Ça va des sorties quotidiennes en vélo au travail, au renforcement musculaire en salle. Plus un athlète est musclé, moins il risque de se blesser en cas de chute, en plus d'améliorer sa force pour les courses. Cette rigueur leur permet d'atteindre une certaine longévité, et surtout un haut niveau de performance même à un âge plus avancé, comme Chris Horner. En 2011, le gars a failli y passer. Après une chute sur la 7ème étape du Tour de France, les nouvelles sont peu rassurantes. Fracture du nez, commotion cérébrale, l'athlète américain est rapatrié aux US et souffre aussi d'une embolie pulmonaire. En bref, peu de chances de le voir reprendre sa carrière au même niveau. Pourtant, avec un traitement et une préparation physique monstrueuse, celui qu'on surnomme le Joker retrouve la compétition et remporte le Tour d'Espagne en 2013, devenant à 41 ans le plus vieux vainqueur d'un grand tour de l'histoire. Ça démontre encore les bienfaits de l'endurance au sens large. Au niveau physiologique, on retrouve une meilleure circulation sanguine et oxygénation des muscles et des organes, en plus de faire travailler le cœur. Et c'est comme pour tout, plus on commence jeune, meilleur on sera. Maintenant, avec l'évolution des méthodes d'entraînement et du sport en général, les athlètes atteignent le top niveau de plus en plus tôt, à l'image de Remco Evenepoel, élu Vélo d'Or 2022 à 22 ans, ou de Tadej Pogačar, vainqueur des Tours de France 2020 et 2021 et plus jeune titré de l'histoire de la compétition, et meilleur jeune sur le circuit en 2022, tout ça à seulement 24 ans. Après, l'entraînement ne fait pas tout. Être bien préparé c'est crucial, mais d'autres aspects sont tout aussi importants. Comment les cyclistes tiennent pendant 3 semaines? Le Tour de France, c'est rude, 21 étapes en 23 jours, 2 petits jours de repos, c'est énorme pour l'organisme, même quand on est pro. Alors, comment ils font pour tenir? Comme tout sportif professionnel, il est important pour un cycliste de faire attention à ce qu'il mange et à son sommeil. Il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé, chacun mange bien, dorme bien. Un coureur a besoin d'une alimentation riche en glucides pour l'apport nutritionnel et en antioxydants pour favoriser sa récupération. Pâtes, riz, pommes de terre, fruits, légumes, poissons, cacao, beaucoup d'aliments lui permettent d'être dans les meilleures conditions pour apporter ce qu'il faut à son corps, mais aussi pour parfaitement récupérer après l'effort. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que font les athlètes une fois une étape terminée. Ils mangent dès leur entrée dans le bus. C'est pendant les 90 minutes qui suivent un effort que le corps assimile le mieux ce qui est ingéré, donc ils ne doivent pas traîner. Mais avant ça, ils doivent faire un décrassage. Pourquoi les refaire pédaler après un tel effort? Tout simplement pour éliminer l'acide lactique en surplus. Cet acide est nécessaire au bon fonctionnement des muscles, mais il est présent en trop grande quantité dans le corps après tant d'exercice. C'est ce qui provoque des crampes ou la sensation de brûlure dans vos muscles pendant et après l'effort. Le sommeil est autant important pour la récupération. Ça vous est jamais arrivé de vous réveiller avec un mal horrible au dos, au cervical ou limite plus fatigué que quand vous vous êtes couché? C'est parce que votre sommeil a été agité ou qu'il n'a pas été réparateur. Si vous ressentez ça, alors imaginez un cycliste qui vient de se taper 200 km de course la veille. Si un coureur normal, il y a plus de risques, fatigue mentale, risque accru de blessures musculaires, tension dans tout le corps, il est pas dans les meilleures conditions. C'est pas pour rien que les équipes mettent en place des partenariats avec des marques de literie. Bon et le matelas, meilleur est le sommeil. D'un point de vue physiologique, le corps sécrète différentes hormones pendant le sommeil, notamment
celle de croissance qui permet au corps du sportif de soigner les micro-lésions musculaires potentielles créées par des longues étapes. Les équipes mettent en place plusieurs moyens de préparer au mieux le sommeil du sportif. Après l'effort, le staff propose des séances de cryothérapie pour les athlètes, bottes, bain froid pendant 10 minutes à 10 degrés, cabine pendant 2 à 4 minutes, ça permet d'améliorer la circulation sanguine et la récupération musculaire. Une fois dans la chambre d'hôtel désinfectée au préalable par les équipes médicales pour éviter tout risque de maladie, direction le massage. Ça favorise la détente des muscles mais aussi l'élimination de l'acide lactique. Et vos parents avaient raison, pas d'écran avant d'aller dormir, la lumière bleue est très mauvaise avant le sommeil, sans parler de la stimulation de l'activité cérébrale quand vous matez une série ou que vous passez des heures sur TikTok le soir. Mais il reste un aspect hyper important, le collectif. Et oui, le cyclisme c'est pas qu'un sport individuel. Jonas Vingegaard a certes été élu gagnant à la fin du Tour de France 2022, il faisait partie d'une équipe, la team Jumbo-Visma. C'est là que les profils vont entrer en jeu. Si un coureur est plutôt type sprinter, il prendra le lead sur des étapes de plaine. En revanche, s'il est rouleur, il aura certainement plus de chance dans un contre-la-montre. Un cycliste seul face au vent devra mettre plus de puissance lorsqu'il pédale et donc faire plus d'efforts pour maintenir l'allure qu'un autre qui le suit pour prendre son aspiration ou même un coureur dans le peloton. C'est là que la gestion devient importante. Quand un des leaders de l'équipe est en difficulté, ses coéquipiers n'hésiteront pas à se sacrifier et à se positionner de façon à ce qu'il ait le moins d'efforts possible à faire. On se rappelle lors du Tour 2017 d'un coéquipier du maillot jaune Christopher Froome qui lui offre carrément une route sans vélo pour qu'il puisse continuer la course. Et les vélos dans tout ça, croyez-moi, ils sont plus importants qu'ils n'y paraissent. Tous faits en carbone, eux aussi optimisés pour permettre aux coureurs de s'économiser le plus possible. Poids, dérailleur électrique, roues aérodynamiques, ils ne doivent pas faire moins de 6,8 kg. Mais le poids varie en fonction du coureur et de sa taille, chaque profil est étudié au cas par cas. Il y a même des capteurs sur les vélos pour permettre aux équipes d'analyser les performances des coureurs après coup. Tous ces aspects sont très importants pour tenir pendant les 3 semaines de compétition, et c'est pour ça que la tactique et la stratégie sont aussi importantes que la condition physique ici. Mais il manque encore un point crucial pour que les coureurs puissent enchaîner autant d'efforts. Comment les coureurs travaillent leur mental? Le Tour de France, c'est 3 semaines de compétition. 3 semaines durant lesquelles un athlète roule quasiment tous les jours, doit suivre un protocole de récupération strict, est éloigné de sa famille et risque de se blesser. Comment font-ils pour supporter tout ça? La réponse paraît simple, il faut travailler son mental. Les équipes font régulièrement appel à des coachs mentaux et psychologues du sport. Ça peut aller de la confiance en soi à la gestion du stress, en passant par la relaxation, l'hypnose ou la sophrologie. Un manque de confiance et une fébrilité mentale peuvent avoir des conséquences désastreuses sur un sportif. Si ça cogite trop, ça perturbe le sommeil qui va lui-même empêcher la récupération, qui va ensuite baisser les performances, qui vont ruiner la confiance, qui vont ensuite perturber à nouveau le sommeil. Un cycle sans fin. Le staff a un rôle crucial à jouer. Si un sportif n'est pas accompagné correctement, il risque de voir ses performances et son niveau chuter. Les médecins, psychologues et autres doivent identifier les risques et les éventuels problèmes et tenter de les régler. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme dans beaucoup d'autres sports, l'aspect psychologique a été mis en lumière qu'assez récemment. Il aura par exemple fallu une tragédie avec un jeune footballeur de 17 ans, Jeremy Whitson, qui s'est suicidé après avoir appris qu'il ne serait pas gardé par le centre de formation de Manchester City, pour lancer à nouveau l'alerte. La série Ted Lasso a aussi mis le travail des psychologues du sport en lumière au cours de sa saison 2. Une thérapeute libère les joueurs de leurs problèmes et permet d'améliorer leur performance sur le terrain. On le sait, quand le mental n'y est pas, le reste a très peu de chances d'être bon. Mais il y a un dernier aspect, encore plus difficile à contrôler. Comment les cyclistes gèrent leurs blessures? Vous avez peut-être déjà vu cet extrait sur les réseaux sociaux. Cette chute, c'est celle de Remco Evenepoel sur le Tour de Lombardie en 2020. Il passe par-dessus un parapet et tombe dans un ravin d'environ 10 mètres de haut. Le diagnostic est lourd, fracture du fémur mais aussi de l'avant et l'arrière du bassin. 1 mois et demi sans pouvoir marcher. Gros coup dur pour le Belge, même si ça aurait pu être pire. Les médecins sont intervenus rapidement, la rééducation a commencé dès que possible. L'accompagnement aura été primordial pour lui, 1 an plus tard il gagne le vélo d'or. Mais ça reste moins impressionnant que Fabio Jakobsen. Sur le Tour de Pologne en 2020, le néerlandais chute lourdement dans des barrières, à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Le diagnostic est lourd, fracture du palais, traumatisme crânien, pronostic vital engagé, il est plongé dans un coma artificiel. Opéré, il ressort du bloc avec une corde vocale paralysée et des doutes sur une poursuite de carrière. Pourtant, il n'a rien lâché, et en 2021, il remporte 3 étapes sur le Tour d'Espagne, s'adjugeant le classement par points, et il a même remporté la 2e étape du Tour de France 2022. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, comme Pavel Sivakov ou même Julien Alaphilippe qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis son pneumothorax, ses fractures de 2 côtes et d'une omoplate en 2022. Tous ces cas ne sont pas isolés, comme dans tout sport, les cyclistes sont soumis au risque de blessures, mais ça peut parfois être pire que pour les footballeurs ou les basketteurs. Forte pensée à Gino Madère. C'est pour ça que le Tour de France est hyper carré et réglé comme une horloge. L'organisation est démentielle entre les motos, les voitures des directeurs sportifs, le peloton, les échappées, tout doit être calculé et anticipé au millimètre près. Et malgré ça, il y a toujours des soucis, notamment de sécurité avec des coureurs parfois mis en danger par des spectateurs, comme en 2021. En cas de chute, les soigneurs doivent être très réactifs. Un
diagnostic très rapide est fait avec le coureur, savoir s'il peut repartir sur son vélo ou non. Mais quand c'est tout un peloton qui chute, comment ça se passe? Les soigneurs sont obligés de trier, pas le choix, exit les blessures superficielles, on se concentre sur les cas les plus sérieux. Cependant, tous les athlètes sont auscultés, même très rapidement avant de reprendre la course. En cas de besoin de transport à l'hôpital, on appelle une ambulance, la voie de gauche leur est réservée sur la route pour arriver le plus vite possible. Le dispositif est gigantesque, 3 ambulances type SAMU, 2 camions avec du matériel de réanimation, un urgentiste présent à moto, des kinés, infirmiers, anesthésistes, chirurgiens, médecins, sans parler des nouveaux dispositifs avec radiologie et scanner à l'arrivée de la course. Pendant l'étape, les médecins présents dans les voitures peuvent aussi servir de soutien psychologique, ils sont là pour épauler les coureurs qui viennent de chuter, leur redonner confiance pour qu'ils puissent terminer la course au mieux. Une fois arrivé au bout, un relais se fait avec le staff médical des équipes qui gère la suite. Chaque coureur doit être traité différemment en fonction de son statut, de sa condition physique ou même de ses antécédents. Un gars qui s'est déjà fracturé une jambe ne sera pas soigné et surveillé de la même façon qu'un autre qui a seulement subi des lésions superficielles et autres bleus au cours de sa carrière, logique. Au final, c'est pas qu'une question physique, l'endurance. Surtout dans un sport tel que le cyclisme. Et le dopage alors. Certes, ça permet d'améliorer les performances, mais ça peut aussi être dangereux pour l'organisme. À la longue, ça peut provoquer des problèmes cardiaques, des dépressions, de la dépendance, voire même donner des hépatites ou le sida par transmission de seringues. Alors non, le cyclisme, c'est pas juste des gars qui pédalent sur un vélo, ou qui se piquent pour être plus performants. Ce sont des athlètes de très haut niveau, comme Cristiano Ronaldo ou LeBron James. Ils se doivent d'être rigoureux dans la préparation physique, accompagnés par tout un staff sportif et médical, et surtout d'être bien dans leur tête, pour continuer à performer. Derrière une course, il y a des enjeux personnels pour le sportif, mais aussi collectifs. Faut pas oublier l'équipe dans ce sport, qui est parfois négligée par ceux qui n'y jettent pas un œil. Et même sans parler de sport professionnel, le cyclisme a de nombreux bienfaits pour la santé, même à notre échelle. Une sortie par semaine en vélo peut faire travailler vos muscles, articulations et améliorer votre souffle et votre capacité cardiaque. Alors n'hésitez plus et foncez. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un like. La petite cloche pour ne rien rater des prochaines. C'était Ikusen et Trikim. Allez les amis, ciao!